Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles téléspectateurs, amis de l'émission À Cœur Ouvert, bonjour. Nous sommes grandement bénis de savoir que vous êtes là pour suivre votre émission que vous aimez tant. Aujourd'hui, je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis avec une grande dame, elle est venue de loin. Il s'agit bel et bien de Madame Caroline Malembe. Alors, qui est Madame Caroline Malembe? Madame Caroline Malembe est diplômée en coupe et couture au lycée Molende, diplômée à l'ISP à Gombe, baccalauréat en éducation au cycle primaire moyen, maîtrise en éducation orthophoniste, enseignante à l'école élémentaire au Canada pendant plusieurs années. Elle est mariée à M. Dalien Delingoma et elle est mère de 4 enfants. Alors, Madame Caroline, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Et vous? Moi aussi, ça va. Comment ça se passe à Kinshasa? Votre séjour à Kinshasa, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Malheureusement, on est rendu vers la fin du séjour. On se prépare pour le retour. Alors, qui est exactement Madame Caroline Malembe? Merci pour la question. Comme vous venez de le dire au début, que je suis Caroline Malembe, si je peux le répéter. Alors, je suis mariée, mère de 4 enfants, puisque j'ai une nièce qui vit avec moi. Je suis enseignante au Canada, j'enseigne à l'école élémentaire, dans une école d'immersion, c'est-à-dire c'est une école des anglophones qui veulent apprendre le français. Okay. Alors j'enseigne à cette école-là au niveau du Canada. J'ai une maîtrise en éducation aussi, comme j'ai eu la chance d'étudier dans 2 systèmes différents éducatifs, à Kinshasa comme à l'ISP Gombe et ensuite au Canada. J'ai eu la chance de côtoyer les 2 systèmes différents éducatifs. Alors j'ai une maîtrise en éducation aussi, comme j'avais dit. Je suis orthopédagogue. Un ortho, c'est un professionnel de l'éducation qui travaille pour les élèves qui ont des besoins spéciaux, des élèves qui ont des problèmes d'apprentissage, et des élèves qui ont des enfants trisomiques et des enfants autistes. D'accord. Donc mon rôle, c'est appuyer les enseignants qui ont besoin d'aide parce qu'ils ont ces élèves, alors je suis mieux formée, raison pour laquelle j'ai eu à faire cette maîtrise-là. Ok, merci Madame Caroline. Vous êtes congolaise de père et de mère. Alors parlez-nous un peu, comment est-ce que vous êtes arrivée au Canada et depuis quand vous êtes au Canada? Oui, ça fait plusieurs années, je dirais une vingtaine d'années que je suis au Canada. Je suis mariée à mon mari, M. Delingoma d'Alliance. Alors, ma raison, c'était juste pour rejoindre mon mari. C'est le mariage qui a fait que je puisse le rejoindre au Canada. Alors, voilà, avec lui, j'ai eu 3 enfants, comme j'avais dit au départ, et j'ai une nièce qui vit avec moi. Ok, merci madame. Alors, si nous pouvons déjà aller dans le vif de notre sujet. Alors, quel est l'auteur du mystère de l'enfant perdu? L'auteur de ces livres? Le mystère de l'enfant disparu, c'est un roman narratif qui a été publié, écrit par Malembe, Timothée. Tout à l'heure, vous allez être surpris. L'auteur, c'est un Malembe et puis je suis Malembe. Je voulais juste faire des liens. Que je suis la fille à l'auteur. Timothée Malembe, c'est mon père. Alors, ça me fait plaisir de parler de son livre autour de ce qui a été écrit là à son sujet. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi par rapport à votre père, comme vous l'avez dit tout à l'heure là, quels sont les souvenirs que vous gardez encore de votre père? Les souvenirs, il y en a plein. Timothée Malembe, l'auteur, n'est plus en vie, il n'est plus sur ce monde ici. Alors ça fait plusieurs années qu'il nous a quittés depuis 1984 à Kinshasa. Alors je garde beaucoup de souvenirs de lui. C'est un homme doux, très doux, un homme souriant, un homme qui aime bien les enfants, puisqu'on est 8, là c'est une grande famille. Alors c'est quelqu'un qui aime la lecture. Il nous a beaucoup encouragés, incités à lire. Voilà, on a grandi autour de lui
avec des livres, les dictionnaires et tout, tout ce qui est lecture, là, c'était ses points forts. Ok, d'accord. Mais pourquoi vous êtes au nombre de 8, vous avez dit, non? Oui, on est 8. Notre frère aîné nous a quittés. Ça date de très longtemps et on est resté 7. Je suis comme deuxième pour le moment de la famille. Alors, pour quel intérêt vous avez décidé de ressusciter l'œuvre de papa? Évidemment, merci, c'est une question très, très intéressante. Comme j'avais dit au départ dans ma présentation, je suis le fruit d'Elie Espegombe. Alors, j'ai terminé en français linguistique africaine. J'ai eu à parler, à présenter un travail de fin d'études autour de ce roman, Le mystère de l'enfant disparu. J'avais parlé parce que lorsque mon père est décédé, lorsque notre papa est décédé, alors on n'a pas eu la chance de voir le corps. Donc pour moi, c'était une occasion pour moi de faire le deuil. Je devais publier un travail de fin d'études qui parle de ce roman. Ok, d'accord. Alors pourriez-vous nous donner quand même le résumé, nous faire le résumé de cette histoire, de ce roman? Bien sûr, comme j'avais dit... Ça parle exactement de quoi? Comme le titre le dit, Le mystère de l'enfant disparu. C'est un titre accrocheur, c'est-à-dire il y a tellement... C'est un récit narratif pour commencer, c'est un roman de genre fiction narratif. L'auteur est en train de relater l'histoire d'un petit enfant. Vous allez lire dans le livre, le récit, l'auteur a voulu souligner dans l'histoire, il y a un conflit dans l'histoire entre deux parties, entre deux peuples. Alors les adultes n'ont pas pu régler le conflit comme il se doit. Alors il a évoqué les conséquences néfastes qui, vous savez, après la guerre, quand les adultes ne règlent pas un conflit quelconque, ce qui arrive, c'est les enfants qui payent. Alors dans le livre, Le mystère de l'enfant disparu, notre personnage principal, le protagoniste, c'est Kalamai. L'histoire tourne autour de lui, parce que c'est un personnage principal. L'histoire tourne autour de lui du début jusqu'à la fin du roman. Donc c'est une histoire vraie qui s'est passée réellement. Alors mon père a juste... Juste une petite question. Oui, vas-y. L'histoire vraie, ça s'est passé ici au Congo. C'était dans quelle province? L'histoire s'est passée dans la province de Bandundu, dans le village, et puis dans le village de Bangoli, puisque mon père c'était en Mongolie, c'est dans la province de Bandundu. Alors je ne sais pas quoi dire sur la sous-région, Kwilu, mais c'est dans le Bandundu. Je n'y ai jamais été, mais je sais que c'est à Bandundu. Ok, d'accord. C'est tout pour le résumé? C'est bon? Oui. Ok. Est-ce que qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent attendre? Il y aura une suite par rapport à cette histoire? Il y aura une suite? Bien sûr. Ou bien un autre livre? Vous comptez aussi écrire un autre? Je suis en train d'y penser, mais je pense que je vais continuer le livre Le mystère de l'enfant disparu. Voilà, l'auteur Timothée Malembe a publié son livre, mais l'idéal serait de continuer son idée là où il s'est arrêté, et puis j'ai essayé d'imaginer quelle sera la suite, et puis comment ça va se dérouler. Comme vous savez, dans son roman, il y a beaucoup d'intrigues, il y a tellement beaucoup d'intrigues, vous allez remarquer. Alors je vais continuer dans ce sens-là, parce que comme ça va donner à nos lecteurs, à nos auditeurs, l'envie d'aller plus loin dans la lecture. Il y aura une nouvelle publication, mais qui pourra porter peut-être pas sur le même titre. Ça pourrait être, admettons, l'enfant retrouvé, le mystère de l'enfant retrouvé, parce que ça, il parle de disparu, et maintenant l'enfant retrouvé, puisqu'à la fin du récit, on a finalement retrouvé l'enfant qui a été perdu, disparu, pris en captivité dans le pays, comme je dirais, dans le village des ennemis, en captivité pendant plusieurs années. Voilà. Ok, alors quelles leçons de morale on peut tirer après avoir lu ces livres? L'auteur l'a même mentionné dans l'introduction, dans la préface. Il a mentionné que des fois nous autres, nous les adultes, lorsque nous sommes en conflit, on a de la difficulté à résoudre nos conflits. La résolution des conflits, c'est quelque chose qui est très important
Les adultes que nous sommes, nous devons, si on a mal géré un conflit, ça entraîne toujours des dégâts, des pertes humaines, comme dans le récit, il y a eu des pertes humaines, des maisons, des cases brûlées, et puis le chef du village est brûlé. Vous savez, dans tout ça, c'est les enfants qui perdent. Oui. C'est nos enfants qui perdent, innocents qui sont. Alors, lorsque les adultes s'amusent à ne pas régler les conflits comme il se doit, alors les conséquences néfastes tombent sur nos enfants. Oui. L'auteur voulait juste souligner que, avant de poser n'importe quel acte, prenons le temps de réfléchir autour de cet acte. Et puis, si on peut aller plus loin, de peser ou mesurer les conséquences, pour ne pas non plus détruire la vie de nos jeunes, puisque le jeune d'aujourd'hui, comme on dit, c'est l'avenir de demain. Exactement. Alors nous avons intérêt à garder nos jeunes en santé et puis en sécurité. Voilà. Alors où pouvons-nous nous en procurer? Si vous voulez vous en procurer, vous pouvez aller dans toutes les librairies de la ville de Kinshasa. Pour un début, on a commencé à distribuer dans les librairies au niveau de Kinshasa, mais à l'avenir, nous allons aller plus loin au niveau de nos provinces aussi. Mais pour le moment, ceux qui vivent au Canada, donc j'ai aussi un bon nombre de livres au niveau du Canada. Donc, voilà. Et les écoles, vous n'avez pas pensé à déposer dans différentes écoles? Effectivement. Le mystère de l'enfant disparu, lorsque mon père a publié le livre, ce roman a été lu dans des écoles. Je me rappelle lorsque j'ai eu à étudier au lycée Mpiko, au lycée Molende, on en avait dans notre bibliothèque, donc c'était déjà distribué au niveau des écoles. Et là, tout ce que je peux faire, c'est revenir de nouveau au niveau des écoles pour la rediffusion, Ouais, au niveau des écoles, c'est très important aussi. Ok, alors quel conseil donnerez-vous à tous ceux qui nous suivent par rapport à la lecture, aux parents, aux jeunes? Je voudrais dire que moi en tant que maman, en tant qu'une femme, si je prends, vous savez, la lecture, n'importe qui peut le faire, peut faire la lecture. C'est pas juste celui qui enseigne ou bien celui qui travaille, nos enfants, nos jeunes, nos mamans, parce que tout le monde n'est pas appelé à aller plus loin aux études. Donc la lecture, c'est quelque chose qui détend. J'encourage nos mamans, surtout les femmes, parce que j'ai eu à comprendre avec le temps que les mamans, nous en général, nous ne lisons pas. Si je vais plus loin, les Congolais en général, il y en a qui lisent, mais il y a moins de gens qui s'intéressent à la lecture. Alors les mamans, je vous invite à lire le livre, Le mystère de l'enfant disparu, pour celles qui ne peuvent pas lire, parce que on n'a pas tous les mêmes capacités, de lecture. Je peux à l'avenir faire comme des petites lectures, des petits paragraphes du roman Le mystère de l'enfant disparu, pour pouvoir expliquer, que ce soit en français ou en lingala, dans le seul souci de transmettre le message, le contenu du livre. Alors, un mot de la fin, mais cette fois-ci en lingala, parce que les gens croiront que vous ne savez même pas parler lingala, vous parlez toujours français, anglais, et un mot en lingala, un message, ça sera aussi formidable. Oui, j'ai un message en lingala. Je voulais dire que nazo senga na génération nyonso na kati ya Kinshasa, na Congo en général, que nazali ko encourager mutu nyonso, surtout ba maman, puisque na uti koloba en français, ba maman botanga totanga ba livre ebele, parce que on a toye kolaka mingi à travers la lecture. À travers la lecture, tu vas apprendre makambe ebele, enrichir vocabulaire nayo. Et puis au à la mesure, à force ya kotanga, au à la mesure ya kokoma correctement ba mo ozokuta nango. Tantôt nayo kakamo boy, ba koma kande boy. Donc c'est quelque chose qui est très important. On apprend toye kola kaka na classe té, toye kola na ndako. L'apprentissage, c'est ça les maka n'importe où au tovandi. Pour na motunyo so oyo alingi ko se procurer na livre Le mystère de l'enfant disparu. Okoki komona yango na librairie Mediapol. Okokipe komona yango na les filles de Saint-Paul, ezali na limité. Et puis Maman Karine Pala, oya ko contacter ye ayebi ndenge nini akoki ko joindre biso place tozali. Et puis livre ezali na $10,
ils allaient seulement à $10 américains. Alors, ils allaient prier, ils allaient pour Nabiso, Banana Biso et à Congo, pour se servir Nango. Merci. Et voilà, tout est bien, qui finit bien. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver prochainement avec une autre invitée. Merci et à très bientôt. Le mystère de l'enfant disparu. C'est un roman écrit par Malembe Timothée, 2e édition. Chapitre 1. Une bataille acharnée. Je croyais rester toujours petit enfant, entouré de ma mère, de mon père, de mes oncles et de tous les hommes de mon village. Je croyais aussi, en regardant la grande forêt qui nous entourait, être avec mes compatriotes les seuls humains habitant la terre. Hélas, à mes réflexions, à mes questions d'enfant, une réponse fut un jour donnée qui apporta avec elle le mauvais sort pour toute ma jeunesse. En effet, un soir de la saison sèche, à l'heure où ma mère achevait de préparer notre repas, Ibeya, esclave du chef de mon village, se présenta chez nous. Il était troublé et c'est d'une voix émue qu'il dit à mon père « Le chef t'appelle !» Puis, sans rien ajouter ni attendre la réponse, il retourna chez son maître. Mon père se leva et se hâta de le suivre. Pendant longtemps, ma mère resta comme stupéfaite, puis, comme revenant d'une longue distraction, elle m'interpella. « Mais mange donc, Calamaï !» J'hésitai un instant, car moi aussi, j'étais troublée par cet appel. Je ne mangeais que très peu ce soir-là. Quelque temps plus tard, Ibeya repassa devant notre maison en se dirigeant vers le bas du village. Lorsqu'il remonta à la maison du chef, tout un groupe d'hommes, de femmes et de jeunes gens le suivait. Ma mère me fixa un moment, puis refermant à hâte le repas de mon père. Elle réveilla mes 2 sœurs qui ronflaient sur une natte auprès du feu et nous conduisit au lit. Aux interrogations de celle-ci sur l'absence de papa, elle ne répondit rien. Je n'avais aucune envie de dormir. Aussi, je feignis de m'étendre sur la natte. Et dès que ma mère sortit, je descendis du lit et me postai sur la véranda pour voir les événements. Des hommes et des femmes passaient encore. Malheureusement, aucun garçon ni aucune fille ne les accompagnait. Que se passe-t-il donc? Pourquoi ce silence et cet empressement? Certainement, quelque chose de grave s'est reproduit. Je voulus le suivre, mais la crainte d'être grondé me retint. J'attendis encore quelques instants, le dos appuyé à un pilier et livré à des moustiques. Finalement, ma curiosité augmentant tellement que, chassant toute crainte, je me mis à leur poursuite. Ils étaient tous chez le chef Nzéré. Celui-ci leur parlait très bas. Plusieurs fois, je tendis l'oreille, dans l'espoir de capter quelques bribes. Ce fut inutile. Ils se tenaient tous silencieux et prêtaient grande attention au chuchotement du vieux Nzéré. Je ne me décourageai point et restai ainsi longtemps debout, dans l'obscurité, jusqu'au moment où des cris, des hiboux mirent un terme à ma patience. Je regagnai notre maison sans avoir assouvi ma curiosité. Longtemps, je restai éveillée. Finalement, et malgré moi, mes paupières commencèrent à s'alourdir lorsque soudain, je fus réveillée par des pas sourds. La réunion était terminée. Aussitôt, je sautai du lit, mais hélas, au moment où j'ouvrais la porte pour interpeller un passant et lui demander ce qui se passait, mon pote rentra au pas de cour. Il força notre porte, faite de bambou qui détachait sa bâtie sur moi.
Je ne manifestais aucun signe de douleur. Aussi, il ne se soucia guère de moi. Il prit son arc, son couteau et toutes ses flèches gardées dans la remise et comme ma mère n'était pas là, il ne prit pas la peine de nous informer des événements. « Dormez bien !» Tels furent les premiers et les derniers mots qu'il nous adressa cette nuit-là. Mes sœurs, écrasées par le sommeil, ne demandèrent pas mieux. Elles se remirent à ronfler. Mon père repartit, j'allumai notre lampe à huile afin de rattacher la porte. Ma mère entrait en ce moment. « Les Bankoutou nous attaquent! Les Bankoutou attaquent le village !» dit-elle d'une voix haletante. « Les Bankoutou? Qui sont-ils, maman ?» Ce sont des hommes, des guerriers, des redoutables guerriers. Ils venaient se venger d'une injustice commise par mes compatriotes à leur égard. En effet, ceux-ci avaient traversé l'Anzei quelques jours plus tôt pour pêcher dans leur rivière. Un chasseur Munkoutou les avait aperçus et l'avait rapporté à leur chef Karakwa. Pendant plusieurs jours, celui-ci espéra recevoir sa part de poissons. En effet, en tant que maître des rivières de sa région, il y avait droit selon la coutume. Cependant, mes compatriotes n'en tinrent pas compte. Aussi, Karakwa y trouva une grave injure contre sa personne et, pour la réparer, il envoya ses hommes pêcher à leur tour dans nos rivières. Mais ils furent surpris et forcés d'abandonner presque tout le fruit de leur pêche. Nouveau mécontentement de Karakwa. Le jour même, il voulut traverser le Kasaï avec ses hommes pour déclarer la guerre en mon village. Heureusement, une menace de pluie l'en avait empêché. À quelques jours de là, les hommes de mon village partirent à la chasse au filet dans la grande forêt d'Alar, située à l'intérieur du pays. Ils ne comptaient rentrer qu'à la nuit tombante, car la chasse leur aurait été favorable. Mais, par bonheur, nous avons des coutumes, et bien que toutes ne nous aient pas toujours été propices, certaines nous ont plus d'une voie sauvée d'une situation critique. Une de ces coutumes veut précisément que 2 ou 3 hommes abandonnent la dernière partie de chasse et regagnent le village pour aller tirer leur vin de palme et en apprêter quelques calebasses pour le retour des autres chasseurs. C'est ce qu'on l'on dit. C'est ce que l'on fit. Je me souviens d'ailleurs que cette journée-là, nous, les petits garçons restés au village, nous nous exercions à la lutte sur le fin sable de la saison sèche, lorsque 3 tireurs de vin rentrés de la forêt prirent leurs calebasses pour se rendre à leur palmier. Le soir, le retour des chasseurs avait mis le village entier dans une grande atmosphère de joie. Dans tous les foyers, on rôtissait de la bonne chair de pédri, des pintades, les marmites regorgeaient de viande d'antilope, de gazelle, de pangolin, de buffle, de renard, le singe. On était vraiment noyés dans la joie. Cette joie, cependant, ne devait pas connaître le lendemain. En effet, Kaloa, un de ces tireurs de vin, avait aperçu du haut de son palmier tout un village de pirogues accosté en amont de notre rive à une grande distance de notre village. Mais il ne vit personne. Plutôt que de fuir, il s'approcha inaperçu. Sous un arbre touffu, un groupe d'hommes discutait en cercle, arcs et flèches en main. Il les reconnut. C'étaient des guerriers Bankoutou. Alors, de sa cachette, il suivit leur conversation et dès qu'il eut saisi l'essentiel du projet, il se retira et vint tout rapporter à notre chef Nzere. Le plan des ennemis était ingénieusement conçu. Ils allaient attaquer mon village à 4 coins différents. Lorsque la nuit serait déjà avancée, un incendie simultané de 4 huttes donnerait le signal de l'assaut. Nzere, le chef du village, prit ses dispositions. Il fit donc venir son conseil, mon père en faisait partie. Il ordonna que
Des hommes armés de flèches se placent à l'affût dans les branches des arbres qui longeaient les 2 rangées de huttes. Hommes de prudence, il fit ressembler aussi les femmes et les enfants dans 3 huttes que l'on devait défendre, à l'occasion jusqu'au sang. Un esclave courut cette nuit-là, même à Échiem, village voisin, pour chercher du renfort. La nuit était fort avancée et notre joie évaporée. Un silence inquiet remplissait le village. Les assaillants ne donnaient aucun signe de leur présence. Nous attendîmes longtemps sans événement. On commença même à douter du reportage de Kaloa. Cependant, on veilla toute la nuit. Vers le premier chant du coq, au moment où normalement le sommeil est le plus profond, on commença à rompre le silence lorsque soudain, un cri aigu retentit près de la maison de notre chef. Un moukoutou venait d'être percé d'une flèche. C'est alors, ô nuit inoubliable, que tous les guerriers Bankoutou surgirent furieux de 4 coins différents et entre les huttes et la forêt engagèrent des combats acharnés, corps et âme, avec lance, couteau, pierre. Dans les maisons, dans la forêt, partout des cris désespérés, les hommes tombaient comme des mouches. Le sol était mouillé de sang. À peine distinguait-on la voix de notre chef Nzere qui exorçait ces hommes et ranimait leur courage s'ils s'affaiblissaient. Pris de peur, le chien ne savait où se cacher et c'est en vain qu'on les poussait à mordre les ennemis. Bientôt, la hutte qui nous abritait s'illumina, si bien que nous nous crûmes en plein jour. Une hutte voisine avait pris feu. Ce fut une sortie précipitée, mais les ennemis s'étant répartis en 2 groupes. Nous fûmes encerclés. Une nuée de flèches traversait les flammes, abattant des vies humaines. Une nièce de Nzere atteinte d'une lance au crâne tomba dans le feu et se brûla. L'incendie ayant diminué, les 2 groupes d'ennemis avancèrent jusqu'au milieu du village, laissant derrière eux des blessés et des cadavres. Notre chef Nzere tomba frappé d'un coup de lance à la partie supérieure de la poitrine. Heureusement, à ce même moment, Ewani, chef d'Échiem, accourait avec ses hommes. Leur arrivée ranima notre courage et le combat reprit de plus belle. Ils mirent en déroute un bon groupe de Bankoutou. L'autre moitié des ennemis résista longtemps et ne se rendit que lorsqu'elle n'eut plus de traits. Le soleil pointait en ce moment. Elle était passée enfin, cette terrible nuit de flèches empoisonnées, nuit de pleurs, nuit de sang, de morts, d'incendies. Que de malheurs ne nous as-tu pas apporté? Le matin, lorsque le soleil monta au-dessus des grands arbres, on força des captifs Bankoutou à inhumer sans cérémonie spéciale. Leurs compagnons tombaient au champ de bataille. Quant aux nôtres, on entendit le lendemain. Le chef Nzere respirait encore lorsqu'il fut ramassé, mais il mourut le matin même. Au milieu du jour, on constata l'absence de mon père, tant parmi les morts que parmi les survivants. On fouilla les maisons, on fit le tour du village. Mon père resta introuvable. Des hommes se dispersèrent alors dans la forêt. Ma mère les accompagna malgré ses brûlures. Et comme on me jugea trop petit, on me laissa au village avec les autres enfants. Mais abandonné au milieu des pleurs et des cadavres, et surtout séparé des miens, je ne pus obéir à l'ordre reçu. Je les suivis.
J'avais cessé de pleurer et j'allais seul, l'œil circonspect, l'oreille tendue. Ils marchaient devant moi et leur cri me persuadait que j'étais sur la bonne voie. Tout à coup, à quelque distance, près d'une touffe de feuilles que je venais de voir s'agiter, j'aperçus un homme debout. Me tournant le dos, je frissonnais, mais songeant que nous étions à la recherche de mon père. Je criais, « Papa, papa, où es-tu, papa ?» Oh malheur, c'était un Mukutu. Je tombais évanoui. Revenu à moi, je me vis couché dans une pirogue accostée en amont de mon village. Je voulus crier, mais cet homme me serra les lèvres, me coinça contre ses jambes. Puis, il fit glisser la pirogue sous les eaux du Kasaï. La chose me devint évidente. Ils me volaient, ils m'emportaient chez eux comme esclave. Je pensais alors à faire chavirer la pirogue en m'appuyant sur le bord, car je devinais qu'il ne savait pas nager. Mais j'étais toujours serré entre ses jambes. À mes moindres mouvements d'ailleurs, il menaçait de m'assommer. Entre-temps, la pirogue fendait d'une allure rapide, les eaux tranquilles. Mon village se perdait à l'horizon. Bientôt nous accostâmes. Du doigt, l'homme me montra un sentier qui rejoignait la rivière un peu en amont, mais je ne voulus point bouger. Cela lui déplut. Aussi, quand il eut lié sa pirogue, il me poussa à la nuque avec ordre d'avancer sous menace de coups. Je me mis à nouveau à pleurer et si abondamment que cet homme, d'abord furieux, ne ressaisit et se mit à m'adresser ses premiers mots. « Es-tu fatigué? Mais je te demande, es-tu fatigué? » Nous suivons un sentier à peine visible. Il serpentait à travers une immense forêt et de longues collines. Sur les hautes branches, des cygnes gabandaient et détalaient dès notre approche. Ivaka, tel était le nom de ce guerrier, essaya en vain de les atteindre avec ses longues flèches encore rouges de sang humain. S'il en fut triste, moi, je m'en réjouissais, car j'aurais dû porter ces grands singes alors que j'étais exténué. À un tournant, nous vîmes un groupe de pintades. Ivaka réussit à en capturer deux évidemment, il m'en chargea. Peu après, nous arrivâmes à une petite brousse. Pour la seconde fois, Ivaka me posa la même question. « Es-tu fatigué ?» Je répondis affirmativement, d'autant plus que mon orteil, qui avait buté contre une souche au cours de la marche, saignait abondamment. Aussi, le Mukutu ordonna-t-il un temps d'arrêt sous un kamba. Bientôt, la marche reprit. Après une petite savane, nous atteignîmes des champs, puis une source. Enfin, des coqs nous annoncèrent que nous nous approchions. Nous nous approchions d'un village. Un frisson de crainte me saisit. Je le repoussai. Nous allions toujours en silence jusqu'au moment où Ivaka m'effraya par des cris aigus. « Oh Moyao! Oh Moyao !» Il avertissait de son retour. Devant nous, des cris semblables firent écho et bientôt tout le village se précipita à notre rencontre. J'eus terriblement peur et je m'écartai du sentier pour laisser passer Ivaka, mais il ne le voulut pas. Et quand je me remis sur le chemin, il me prit par le cou, me souleva, puis me laissa retomber brutalement sur l'herbe. Oh! Oh non! Le bec d'une des pintades, me blessa légèrement à la poitrine, mais sans pleurer, je me remis à marcher. À quelque distance du village, les femmes et les enfants nous rejoignirent.
Leurs cris et leurs pleurs, mêlés à ceux d'Ivaka, faisaient un vacarme assourdissant. Elles posèrent Ivaka des questions concernant l'attaque, car à ma vue, plusieurs croyaient à la victoire de leur mari. Mais Ivaka ne donna aucune information. On nous escorta avec chants et tam-tam. Nous aperçûmes bientôt des huttes alignées en 2 rangées et couvertes de larges feuilles. Des vieillards qui n'aient allé au-devant de leurs compatriotes sortirent curieux à notre passage. Tout juste derrière moi marchait Ivaka. À plusieurs reprises, des garçons de mon âge, vinrent me bousculer. Ils voulaient sans doute mesurer leur force aux miennes. Vers le milieu du village, le cortège s'arrêta devant une maison. Elle était très grande et son toit portait une double couche de paille. Vraisemblablement, nous étions chez le chef, car le bruit cessait net et Ivaka prit un air sérieux. Un petit garçon courut chercher un lokombé, sorte d'instruments de musique. On joua presque en même temps. La porte de cette maison s'ouvrit. Un homme maigre, élancé, apparut. Son habillement lui donnait un aspect de femme. Ivaka s'avança et le salua profondément, puis joignant le geste à la parole. Un petit esclave chef, dit-il en me montrant du doigt. Le chef me regarda longtemps aux pieds, au ventre, au visage, à la tête, sans mot dire. Il me balaya de la tête aux pieds, au fait. Finalement, il m'enleva les 2 pintades, me prit par la main et me conduisit dans sa maison. La foule se retira de même qu'Ivaka. De la bataille, celui-ci ne dit rien. La coutume, en effet, veut qu'un chasseur ou un guerrier, à son retour, ne révèle un événement triste qu'après avoir pris son repas, lui et les autres personnes éprouvées. On se repose d'abord. C'est ce qu'on répète constamment aux enfants, Ivaka entendit. Donc, le moment propice. On se repose encore, il répliqua. Dans la maison du chef, j'étais assis sur une natte étendue à terre. Il était occupé, lui, à badigeonner avec de la terre rouge. 3 petits pots cuits. Dès qu'il eut terminé, un jeune garçon entra. « Sors d'ici! Sors d'ici, je répète! Sors d'ici !» me dit-il. Il va t'asseoir et va t'asseoir à l'extérieur, sous cet arbre. Je ne veux pas te voir sous mes yeux. Quitte ici et va dehors. J'obéis, mais quand je fus sorti, je vis un vieillard aiguiser un long couteau qu'il vit ensuite remettre au chef. Je feignis de n'avoir rien vu, mais déjà mon cœur palpitait. On coupe d'abord la tête, répétait souvent le vieillard. Et de là où j'étais, j'ai paniqué parce que j'étais convaincu qu'il s'agissait de ma tête qui devait couper. Je l'ai vu ensuite décrocher du toit une corne. On coupe d'abord la tête, répétait souvent le vieillard. Je le vis ensuite décrocher du toit une corne d'animal. Il siffla, puis se raisit, le dos appuyé à la porte. Merci beaucoup, chers auditeurs. Voilà, nous venons de terminer notre premier chapitre et avec l'espoir de vous revoir encore à la prochaine fois pour notre chapitre 2. Merci et à la prochaine. Au revoir.